Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu de ces jeunes Allemands qui, depuis l'intérieur d'un bunker en béton, pressaient dans la détente de la mitrailleuse la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale? Les servants de la MG42, des hommes qui, en quelques minutes, pouvaient faucher la vie de centaines de soldats alliés sur les plages de Normandie. Que leur est-il arrivé lorsque le rugissement de leurs armes s'est tu et qu'il ne restait plus de munitions? Quel destin attendait ceux qui, après avoir résisté au débarquement le plus colossal de l'histoire, levaient les mains en signe de reddition? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement répondre à cette question. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un chapitre inconfortable, rempli de silence et de vérité qui trouvent donner rarement leur place dans les livres d'histoire. Car derrière chaque rafale de la MG42, il n'y avait pas un monstre mécanique, mais un visage jeune, marqué par la tension, des mains tremblantes agrippées à la détente, et une peur qui n'était pas moins grande que celle des hommes qui couraient vers le sable sous leur feu. Chaque tir était le reflet d'un dilemme humain, tuer pour survivre, résister par obéissance ou mourir au poste assigné. La mitrailleuse ne faisait pas de distinction entre les convictions, elle n'obéissait qu'à celui qui l'actionnait, et en Normandie, ce son est devenu synonyme de mort. Voici l'histoire de ceux qui se trouvaient de l'autre côté du rugissement métallique d'Omaha Beach. L'histoire de fortifications en béton construites pour arrêter le monde entier, de jeunes hommes piégés dans des bunkers devenus des tombeaux, de sang versé sur le sable et de redditions qui, dans la fureur de l'instant, ne furent parfois pas acceptées. Bienvenue dans un voyage au cœur des ombres les plus sombres de la plus grande opération militaire jamais entreprise. Le jour J, un récit où l'héroïsme et l'horreur ont marché main dans la main, et où chaque seconde traçait la fine ligne entre la vie et la mort. La faucheuse de Hitler, la MG42, est apparue en 1942 comme un coup de tonnerre sur le champ de bataille. En l'espace de quelques mois, elle a complètement changé la façon dont les soldats allemands combattaient Sandy. Elle était légère pour sa puissance, résistante aux conditions les plus extrêmes, et si simple à produire en série que des dizaines de milliers d'exemplaires furent fabriqués en peu de temps. Mais ce qui l'a fait entrer dans la légende, ce n'est pas son design. C'est sa cadence, près de 1200 coups par minute, un rugissement continu, comme si la terre elle-même crachait du feu et de l'acier. Pour ceux qui lui faisaient mal face, c'était comme entrer dans l'œil d'une tempête impossible à traverser. Des déserts brûlants d'Afrique du Nord, où les troupes de l'Africa Corps l'ont utilisé pour freiner les Britanniques, jusqu'aux forêts glaciales du front de l'Est, où les Soviétiques la surnommèrent, avec un mélange de respect et de terreur, la MG42 était toujours présente. Et quand Hitler a ordonné de fortifier les côtes de l'Europe, elle était devenue la colonne vertébrale de chaque bunker, de chaque nid de résistance, de chaque point défensif du mur de l'Atlantique. Partout où le Reich tentait de tenir tête, elle y était là, une arme qui pouvait stopper une avancée entière, qui pouvait déchiqueter une section en quelques secondes et transformer toute tentative d'assaut en un sacrifice sanglant. Pour les soldats allemands, la MG42 était la garantie que, même en infériorité numérique, ils pouvaient faire payer un prix exorbitant à l'ennemi. Pour les Alliés, c'était le pire des cauchemars, un obstacle impossible à ignorer, un rugissement métallique qui signifiait que quelqu'un, quelque part à l'horizon, venait d'être touché. Le son de la mort. Les Alliés lui ont rapidement donné des surnoms qui parlaient d'eux-mêmes. La faucheuse d'Hitler, la tronçonneuse de l'enfer. Et ce n'était pas pour rien. Le son de la MG42 ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas des rafales isolées, comme celle d'une mitrailleuse conventionnelle. C'était un rugissement continu, presque inhumain,
que beaucoup comparaient au son d'une toile que l'on déchire sans fin ou au vrombissement d'une machine industrielle dévorant du métal sans pause. Quiconque l'entendait pour la première fois restait paralysé, car ce bruit portait un message très clair. Vous veniez d'entrer dans le rayon de la mort. Mais ceci n'est pas une leçon technique. Nous n'allons pas répéter des chiffres ni vanter sa mécanique de précision. Ce qui importe ici, ce ne sont pas les nombres, mais les hommes. Car derrière chaque rafale, il y avait quelqu'un qui devait prendre la décision de continuer à presser la détente, sachant qu'à chaque seconde, il multipliait le nombre de corps qui tombaient devant lui. Que se passait-il dans la tête de ces tireurs? Que pensaient-ils en changeant les canons surchauffés, en engageant une bande de munitions après l'autre, en voyant que, peu importe le nombre de soldats qu'ils abattaient, il en arrivait toujours plus? Et surtout, quel destin attendait ces hommes le 6 juin 1944, lorsque des milliers de soldats alliés ont transformé les plages de Normandie en une mer de sang et d'acier? Le rugissement de la MG-42 n'a pas suffi à arrêter cette marée humaine, et les servants qui ont survécu à l'assaut ont découvert que la véritable épreuve n'était pas de résister, mais d'affronter ce qui se passait lorsque leur position tombait. Car la logique du béton, le haut commandement allemand avait une consigne aussi simple que brutale. Si les Alliés posaient le pied à terre, l'invasion devait mourir sur le rivage, pas à l'intérieur des terres, pas sur les routes, sur le rivage. C'est pourquoi une ligne continue de béton fut érigée le long de l'Atlantique, des fjords de Norvège jusqu'aux côtes du Pays basque. Une tranchée d'acier et de ciment que l'histoire connaîtrait sous le nom de mur de l'Atlantique. En Normandie, cette défense n'était pas un mur abstrait. C'étaient des bunkers, des casemates, des galeries souterraines et des nids d'hommes de mitrailleuses répartis avec une efficacité froide. Les Allemands les appelaient Widerstandsnester, des nids de résistance. Ce n'étaient pas des postes isolés. C'étaient là les pièces d'un même échiquier, conçus pour tuer, disposées en fonction de la hauteur, des angles, de lignes de feu qui se croisaient comme des toiles d'araignée. Si un homme parvenait à échapper au viseur d'une mitrailleuse, une autre l'attendait un peu plus loin. S'il évitait la première balle, un second piège lui barrait la route. Imaginez la plage vue d'en haut, 15 fortins dominant le sable, disposés pour qu'aucun centimètre ne reste sans surveillance. Depuis ces points, les défenseurs pouvaient plus balayer le littoral avec un feu croisé, transformer chaque tentative de débarquement en un tableau de métal. Ce n'était pas le hasard, c'était un design, c'était la conviction que la défense pouvait multiplier l'effet de quelques hommes sur une multitude. Et pour y parvenir, chaque nid fut construit comme une petite usine de mort. Des embrasures protégées, des fentes pour les mitrailleuses et des couloirs qui permettaient de réapprovisionner et de résister même après un impact d'artillerie. Ce réseau défensif transformait la plage en un échiquier où la probabilité de survie se réduisait à des gestes infimes. Se couvrir, ramper, bouger à la seconde près. Et pourtant, cette architecture létale n'effaçait pas la condition humaine. Derrière chaque embrasure, il y avait un soldat qui avait peur. Derrière chaque nom, sur un rapport, une famille. C'est ainsi que le piège est né. Pas seulement du béton qui arrête les projectiles, mais un système qui transforme la géographie en une sentence. Et quand la marée humaine est arrivée, ce système a révélé toute son intention. Empêcher la sortie des barges, couper les voies de progression et faire payer aux attaquants un prix insupportable pour chaque mètre gagné. Les équipes de la mort. À Omaha Beach, le secteur le plus sanglant du jour J, 15 bastions fortifiés attendaient dès l'arrivée de l'ennemi. Beaucoup étaient situés au sommet des falaises, avec une vue imprenable sur la plage. De là, ils dominaient chaque parcelle de sable, chaque mètre de mer.
Il n'y avait pas de cachette, pas d'abri, seulement un décor implacable, une mer grise, un horizon parsemé de barges de débarquement, et les falaises de truffées de canons, de mortiers, et, surtout, des bouches de noir des mitrailleuses MG42, prêtes à rugir. Chacune de ces positions était servie par une équipe minimale, mais létale. 3 hommes qui partageaient une même condamnation. Le premier, le tireur, avait entre les mains la tâche la plus terrible, presser la détente et maintenir le feu sans faiblir. C'est lui qui transformait la théorie en réalité, qui transformait le sable en un champ de cadavres à chaque rafale. À ses côtés, l'assistant veillait sur un détail critique, que la MG42 ne se taise jamais. Il alimentait la bande de munitions, changeait les canons surchauffés, ce qui arrivait en quelques minutes, car la cadence de tir était un véritable délire, et s'assurait que rien n'interrompe ce flot continu de mort. Le troisième, souvent le plus jeune, ou le moins expérimenté, portait la responsabilité la plus ingrate, transporter les munitions supplémentaires. Il se déplaçait sous le feu, traînant des caisses d'acier, sachant que sans lui, la mitrailleuse se tairait, et que si cela arrivait, la vie de ses camarades et la solidité du poste seraient peut-être perdues. Certaines de ces équipes étaient déformées de vétérans endurcis en Russie ou en Afrique. D'autres, en revanche, n'étaient que de jeunes recrues, de 18 ou 19 ans, jetés dans un combat qu'elles ne comprenaient pas entièrement. Mais à cette aube, l'expérience ou la jeunesse importait en ce peu. Tous partageaient la même mission, maintenir la MG42 en action jusqu'à leur dernier souffle. C'était une sentence claire, sans nuance. Soit ils parvenaient à arrêter l'invasion sur le rivage, soit ils mouraient derrière leurs armes, en essayant. L'ordre, maintenir le feu. Tous les hommes de derrière les MG42 n'étaient pas des soldats aguerris. Certains, oui, des vétérans endurcis par la Russie, par l'Afrique, par des mois de patrouille et de nuits sans sommeil. Ils connaissaient l'odeur de la douille brûlée, la vibration de l'arme et la mécanique de la mort. Mais en juin 1944, beaucoup d'autres n'étaient que des enfants coiffés de bérets trop grands, des garçons de 18 ou 19 ans arrachés à leurs ateliers, leurs fermes et leurs salles de classe pour être jetés au cœur du conflit, des étudiants qui laissaient leurs notes, des apprentis qui laissaient dans leur tour, des paysans qui laissèrent leur sillon, de la vie civile au fracas d'un bunker en quelques semaines. Vétérans et recrues partageaient une même tâche qui ne permettait ni doute ni excuse. L'ordre était simple, court et brutal, maintenir le feu jusqu'au bout. Il n'y avait aucune nuance d'humanité dans cette consigne, seulement une instruction militaire répétée encore et encore. Alimenter la bande, ne pas laisser le canon refroidir, tenir la position même si le monde s'écroulait autour. Maintenir le feu n'était pas une métaphore. C'était une chaîne de gestes mécaniques répétés jusqu'à l'épuisement. Le tireur poussant le levier, l'assistance forçant d'engager une autre bande, tandis que les douilles tombaient, comme la pluie. Le troisième transportant des caisses de munitions sur un terrain dévasté. Chaque mouvement avait son tempo, aligné, pressé, changé, rechargé. Un rituel qui prolongeait de quelques secondes la vie de ceux qui étaient à l'extérieur et qui transformait ceux de l'intérieur en pièces d'un mécanisme implacable. Et l'aspect le plus cru était littéral, vider les bandes les unes après les autres. Ne pas mesurer, ne pas calculer, juste tirer jusqu'à ce que la bande soit vide, et en mettre une autre, jusqu'à ce que la plage soit couverte de corps, ou jusqu'à ce que l'ennemi, enfin, arrive à l'entrée du bunker. C'était la logique de la défense totale, multiplier les dégâts dans l'espoir d'arrêter la marée humaine. C'était aussi la condamnation de celui qui tenait la machine. Chaque seconde de tir était une décision morale enveloppée de métal. Pour beaucoup de jeunes,
Cet ordre a fini par définir la limite entre l'obéissance et la survie. Certains ont tiré avec un professionnalisme froid, d'autres les mains tremblantes. Certains se sont convaincus qu'ils protégeaient ainsi leurs camarades. D'autres savaient, au fond, qu'ils tiraient igni pour gagner du temps, pour retarder l'inévitable. Le résultat fut toujours le même et terrible. La MG42 ne posait pas de questions, elle dévorait. Et derrière chaque grincement de métal, derrière chaque bande usée, il y avait un humain qui, en un instant irrévocable, a dû choisir entre lâcher l'arme ou mourir en la protégeant. Une mer de sang et d'acier. L'aube du 6 juin 1944 a commencé par un fracas qui semblait annoncer la fin du monde. Le long de la côte normande, le ciel s'est illuminé du feu des canons navals alliés. Cuirassés, croiseurs et destroyers ont déversé une pluie d'acier sur les falaises. Des milliers de projectiles se sont écrasés sur les défenses allemandes, soulevant des colonnes de fumée et de terre qui masquaient tout. Pour les hommes à l'intérieur des bunkers, le rugissement était assourdissant. Beaucoup pensaient qu'il n'y aurait aucun moyen de survivre à un tel bombardement. Mais quand le nuage de poussière s'est dissipé, la réalité fut bien différente. Le béton armé des nids de résistance avait tenu bon. Les murs épais comme des rochers avaient absorbé le châtiment. Et derrière ces murs, les mitrailleuses attendaient ça, toujours. Le plan allié visant à effacer les défenses avant le débarquement avait échoué. C'est alors que les soldats allemands ont eu une vision qui les marquerait à jamais. Devant eux, sur la mer grise de la Manche, sont apparues des centaines de barges de débarquement avançant par vagues, chacune chargée de dizaines d'hommes. C'était un spectacle colossal, presque irréel, une armada interminable se dirigeant droit sur leur position. Les Américains avaient compté sur un atout crucial, des chars amphibies capables d'arriver avec la première vague d'infanterie pour leur fournir une couverture. Mais la mer déchaînée est devenue un ennemi inattendu. Sur les 32 blindés mis à l'eau, 27 ont coulé avant de toucher terre. Seulement 5 ont atteint la plage. Et à peine 3 bancs ont réussi à ouvrir le feu. Ces quelques-uns ont été détruits en quelques minutes. L'infanterie américaine s'est retrouvée seule, nue, face à l'enfer. Et c'est à ce moment-là que les MG42 ont commencé à rugir. Ce qui a suivi fut une boucherie. Les tireurs allemands, entraînés à des tactiques d'efficacité maximale, ont employé des méthodes aussi froides qu'impitoyables. Une technique courante consistait à tirer bas, dans les jambes, pour laisser les soldats blessés, gisant sur le sable. Les cris de douleur attiraient les médecins et les camarades qui tentaient de les aider, et ils devenaient las tous de nouvelles cibles. Une autre tactique consistait à utiliser des armes de leurre. Une MG42 tirait des balles de traçante bien au-dessus des têtes, feignant de manquer sa cible. Les soldats américains, se croyant en sécurité, levaient la tête ou tentaient d'avancer. À cet instant précis, une seconde mitrailleuse, cachée et réglée à hauteur mortelle, les fauchait sans pitié. Le résultat fut dévastateur. Chaque mètre de sable est devenu un piège létal. Et pour les hommes de la première vague, ce ne fut pas un débarquement, mais un massacre à ciel ouvert. La brèche. À Omaha Beach, le plan allié s'est effondré presque immédiatement. Tout ce qui avait été tracé sur les cartes et les tables d'opération s'est transformé en fumée et en sang en quelques minutes. Quand les rampes des barges se sont ouvertes, les hommes ont sauté dans l'eau et sont tombés dans un abattoir. Les compagnies débarquaient en formation et étaient anéanties avant d'avoir fait 10 pas sur le sable. Dans le secteur Dog Green, une unité a subi 90% de pertes dans les premiers instants. Sur 10 hommes qui ont posé le pied sur la plage, un seul s'était resté debout. Et pourtant, au milieu du chaos, quelque chose s'est produit. Des groupes dispersés de soldats, sans attendre d'ordre ni de renfort, ont commencé à bouger par pur instinct de survie. Ils rampaient
derrière des obstacles d'acier, se réfugier dans les cratères ouverts par l'artillerie, et quand il n'y avait rien d'autre, ils utilisaient les corps de leurs camarades tombés comme seule couverture face au rugissement des MG42. Chaque mètre gagné était un miracle acheté avec du sang. C'est alors que le courage individuel a fait la différence. Un sergent américain, voyant ses hommes paralysés sous le feu, a pris l'initiative. Il a rassemblé un petit groupe et a chargé avec un bazooka, l'arme qui pouvait briser ce mur d'acier. D'abord, il a visé un canon anti-char qui couvrait le secteur et l'a détruit d'un tir précis. Puis, sous le rideau de balles, il s'est lancé avec son équipe contre le nid de résistance qui vomissait le feu de la MG42 sur la plage. Le combat fut court, brutal et décisif. Le groupe a réussi à éliminer 7 défenseurs allemands et à faire taire 2 mitrailleuses qui avaient transformé cette portion de sable en un enfer. Ils l'ont fait en payant un lourd tribut, un mort et un blessé parmi les leurs. Mais grâce à cette action, une brèche vitale s'est ouverte. Par cette trouée, des dizaines de soldats morts piégés ont réussi à avancer vers l'intérieur, arrachant un morceau de terrain qui semblait jusqu'alors impossible à conquérir. Cet instant n'en fut qu'un parmi tant d'autres, mais il résume l'essence d'Omaha, des hommes isolés, trempés, terrifiés, qui par des gestes désespérés ont commencé à ouvrir la fissure par laquelle toute l'invasion allait s'infiltrer, la chute des bunkers. Mais conquérir un bunker ne signifiait pas la fin du combat, mais le début de la phase la plus brutale. Lorsque les groupes d'assaut parvenaient à s'approcher suffisamment, la lutte se transformait en un enfer au corps à corps. D'abord, des grenades à main, lancées par les embrasures pour réduire l'intérieur au silence. Puis, des charges de démolition qui faisaient trembler les murs de béton. Et enfin, l'arme la plus redoutée par ceux qui étaient à l'intérieur, les lance-flammes dont la langue de feu balayait l'obscurité des tunnels et transformait les positions en fournaises mortelles. Pour les Allemands qui avaient martyré jusqu'au dernier instant, c'était le cauchemar devenu réalité. Ils savaient donc qu'ils étaient les cibles prioritaires. Les MG42 avaient semé la terreur depuis l'aube et les Alliés n'oublieraient pas facilement combien d'hommes étaient tombés sous leurs rafales. La même arme qui les rendait respectés et craints était aussi leur condamnation. Certains servants ont tenté de se rendre. Ils levaient les mains, laissaient tomber leurs armes, sortaient même en titubant de leur position, le visage noirci par la fumée. Mais tous n'ont pas été acceptés comme prisonniers. Dans de nombreux cas, la rage des soldats alliés, des hommes qui avaient vu leurs amis être déchiquetés quelques secondes plus tôt par ces mêmes mitrailleuses, était trop grande. La douleur et la fureur se mêlaient à l'adrénaline et ce que dictaient les conventions de Genève s'évanouissait face à la réalité du champ de bataille. C'est ainsi qu'à plus d'une occasion, les servants capturés n'ont pas survécu 1 minute après avoir lâché leur arme. L'ennemi le plus haï du jour J n'a pas toujours ni eu la chance de se rendre. Et pour beaucoup, l'exécution sur le champ fut le dénouement silencieux d'une matinée où ils avaient déjà vu trop d'horreurs. Après le rugissement, quand l'horloge marqua la première heure de l'après-midi, le paysage d'Omaha avait changé. Après des heures de combats au corps à corps, d'avancées lentes et sanglantes, les soldats américains avaient atteint les hauteurs qui dominaient par la plage. Les nids de résistance, qui à l'aube semblaient imprenables, tombaient, les uns après les autres. Les MG42, qui pendant toute la matinée avaient transformé chaque mètre de sable en un abattoir, se sont éteintes en silence jusqu'à n'être plus que des échos lointains dans la fumée. Le rapport officiel de l'armée américaine n'a pas enjolivé les faits. Le terrain élevé a été conquis uniquement grâce à l'héroïsme de l'infanterie et des ingénieurs après l'échec du bombardement préalable.
Il n'y dut aucune mention de la puissance de l'armement, ni de la stratégie. Seulement l'obstination d'hommes qui, à force de courage et de sacrifice, ont ouvert la brèche qui allait changer le cours de la guerre. Ce qui a suivi est une histoire connue. Les renforts ont débarqué, les blindés ont roulé dans les couloirs ouverts, sur la plage, et l'invasion alliée a commencé sa marche inarrêtable vers le cœur de l'Europe. Le jour J avait atteint son objectif, mais pour les servants allemands qui ont survécu, la fin n'est pas arrivée avec la chute d'Omaha. Beaucoup ont été faits d'eau prisonniers et ont gardé le silence pendant des décennies, traînant un souvenir impossible à effacer. D'autres sont retournés dans leurs villes et villages comme des ombres d'eux-mêmes, incapables de parler de l'horreur dont ils avaient été témoins. L'un d'eux était Heinrich So, un tireur de 20 ans ce 6 juin. Après la guerre, il est retourné chez lui, à travailler dans les champs et à garder le silence pendant des années. Il ne parlait pas de la Normandie, il ne parlait pas de la MG42, jusqu'à ce que, avec le temps, il cherche quelque chose de plus difficile que la survie, la réconciliation. Il a pris contact avec les familles de camarades tombés et avec d'anciens ennemis. Parmi eux, un vétéran américain qu'il avait lui-même blessé sur la plage. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, un demi-siècle plus tard, quelque chose d'impensable en 1944 s'est produit. Deux hommes qui avaient autrefois tenté de s'entretuer se sont assis ensemble à la même table, ont partagé des mots et des souvenirs et ont prouvé que même dans les blessures peu les plus profondes, une lueur de paix peut exister. La MG42 est restée gravée dans la mémoire collective comme un rugissement métallique impossible à oublier. Pour les soldats alliés, c'était un son qui glaçait le sang, capable de paralyser même le plus courageux avant un faux pas. Pour les Allemands eux-mêmes, l'ISIL est devenue une arme aussi redoutée que maudite, un instrument qui leur donnait le pouvoir pour un instant, mais qui les condamnait à être la cible la plus haïe du champ de bataille. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, les bunkers de Normandie sont toujours debout. Couverts de mousse, fissurés par le temps, ils demeurent comme des cicatrices de béton sur les falaises, silencieux mais chargés de mémoire. Quiconque s'y aventure peut encore sentir le froid des murs et se demander comment résonnait ce rugissement lorsque l'aube du 6 juin 1944 les a transformés en épicentre de l'horreur, car chaque rafale tirée ce jour-là n'était pas seulement de l'acier contre de la chair, c'était une marque dans l'histoire, un écho qui résonne encore dans les témoignages des vétérans, dans les livres, au cinéma et dans la conscience de tous ceux qui cherchent à ne pas comprendre ce qui s'est passé sur ces plages. Cette aube n'a pas seulement changé la guerre, elle a changé des vies, changé des générations et laissé des cicatrices qui ne se sont jamais effacées. Et même si le temps passe, la Normandie continue de nous rappeler que la guerre n'a pas de vainqueurs absolus, seulement des survivants, portant le poids du souvenir de ce qui s'est produit là-bas. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous, laissez votre commentaire et accompagnez-nous dans ce voyage à travers les ombres de l'histoire.